Tu avais des grands projets pour moi, papa, n'est-ce pas? Tu ne seras pas déçu. C'est la vie du peintre Michelangelo Merisi, Caravage, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. J'ai compris quel est le piège pour un jeune artiste. Tomber dans le culte de l'Antiquité, mais pas moi, pas moi! Je ne veux pas de silence dans mes tableaux. Je veux du bruit. Les bons peintres, ceux qui savent peindre bien, à force de bien imiter les choses de la nature. Voilà. On connaît surtout son art, ses tableaux, et pas tellement sa vie. C'était un rebelle, un écorché vif qui a changé les règles de la peinture. Et sa vie aussi était hors norme. Avec Mario dans ma vie, pour la première fois, je me sens aimé. Le désordre, l'inconnu, la folie, voilà ce qui est indispensable dans une vie. Au fil du temps, je ferai plusieurs versions de ce tableau. David prendra des visages différents. Goliath gardera toujours le même. Le mien. Si tu persistes à te peindre en Goliath, au moins donne à David mon visage. Comme le Caravage est quand même connu pour sa lumière, on a voulu essayer de reproduire ces mêmes effets. Mon personnage principal sera la lumière. Tu as inventé le clair-obscur. On a eu plusieurs fois des gens qui nous ont dit maintenant on n'a qu'une envie, c'est de courir dans un musée ou sur internet pour voir l'étoile dont vous parlez pendant 1h15. Je n'existerai que par mes tableaux. Et d'ailleurs, je veux quitter ce nom de Merisi. Il me faut un autre nom. Pourquoi pas Caravage. Caravaggio. Je suis en compagnie de Cesare Capitani, un acteur italien, milanais, vivant et travaillant à Paris depuis une quinzaine d'années. Et vous venez de voir des images de son Caravage, un spectacle qui a remporté un vif succès, dont nous allons parler tout à l'heure. Mais je pense que d'abord, il vaut mieux parler du début des activités de Cesare Capitani, donc ses débuts en Italie. Comment tu es arrivé à cette passion, véritable grande passion pour l'univers du spectacle et du théâtre notamment? Oui, tout petit, vraiment tout petit, j'ai commencé à aimer le cinéma que je voyais à la télé. Parce que je viens d'une famille très, très modeste, il n'y a personne qui fasse du théâtre dans ma famille, à part moi. Mais ma mère aimait beaucoup le cinéma américain des années 40, 50, 30, 40, 50. Et donc tout petit, moi j'avais vraiment l'habitude de regarder déjà à 6 ans, 7 ans, les Hitchcock, les Howard Hawks, Lou Beach, voilà, des films comme ça. Et surtout, j'étais passionné par cette idée de être différentes personnes, d'incarner des personnages différents. Donc j'aimais Bette Davis, Humphrey Bogart, des stars qui étaient déjà des vieux quand j'étais petit. Hein. Mais voilà, pour moi c'était ça, c'était jouer en noir et blanc dans des univers incroyables. Une fois western, un cow-boy, une fois un espion. Mais donc plonger dans un monde imaginaire. Oui, plonger dans un monde imaginaire où, je me souviens très bien, je jouais tout seul, j'incarnais les différents personnages, donc je me regardais dans une glace et je jouais Bette Davis en train de pleurer et Clark Gable qui faisait autre chose. Voilà, donc je jouais plusieurs personnages et voilà, c'était vraiment ma passion. Et ça a commencé vraiment très très tôt parce que j'en parlais avec certains membres de ma famille qui à l'époque étaient assez désespérés. Après on se résigne, hein, mais ils étaient un peu désespérés parce que... C'est-à-dire que ta famille ne partageait pas tellement cette passion. Non. Et surtout n'en voyait pas les débouchés pratiques. Ils avaient raison, c'est un métier compliqué, difficile, Ouais. Si on n'est pas dans un réseau, dans une famille particulière, c'est très compliqué. Et en plus, je pense qu'au début, ils pensaient vraiment, ça va passer, ça va durer quelques années. Ouais. Tu sais, comme les enfants, je voudrais être astronaute, je voudrais être pirate, moi, je veux être comédien. Oui, ça va. Ouais. Et ça n'est pas, non, ça s'est pas arrangé avec le temps. Donc, et puis finalement, cette passion s'est transformée en métier. Oui. C'est-à-dire que je suis né à Milan, donc c'est pas forcément la ville du cinéma. Et quand j'ai grandi, c'était naturel pour moi de jouer. Donc j'ai commencé à avoir des expériences
tu sais, dans les petites compagnies de la paroisse, de l'école, etc. Donc j'ai commencé à prendre des cours. Plus tard, je suis rentré dans une école assez importante, l'école du Piccolo Teatro de Milan. Et fondée par Giorgio Strehler, voilà, oui, créé qui a été aussi le directeur du Théâtre de l'Europe ici à Paris. Tout à fait, à l'Odéon, oui. Donc tout le monde se souvient enfin, de Strehler. C'est un grand personnage, un homme extraordinaire qui a vraiment bouleversé la mise en scène, l'idée de théâtre en Italie. Ayant une culture très internationale, n'est-ce pas, triestin à l'origine. Tout à fait, lui il était né à Trieste, oui. Il a grandi à Milan, il voulait être chef d'orchestre. Et c'est pas étonnant, je veux dire, c'est pas étrange que dans ses mises en scène, il ait su vraiment tout régler, les lumières, la musique, les gestes. C'était quelque chose d'incroyable d'assister à ses répétitions. Et moi, j'ai eu la chance, parce que quand je suis rentré dans son école, il était déjà un peu âgé et il ne s'occupait pas de l'école. Mais j'ai participé à une de ses mises en scène. J'avais un rôle tout petit dans une pièce de Luigi Pirandello, I Giganti della Montagna, les géants de la montagne. Et de le voir travailler, c'était une école incroyable, formidable. Donc voilà, j'ai fait cette école. Ma passion pour le cinéma continue. Le cinéma toujours reste mon grand amour. Et après, j'ai eu des expériences de travail en Italie, à Rome, à Milan. J'ai fait des tournées. Voilà, donc j'étais parti pour une carrière, je ne sais pas laquelle, mais une carrière plus ou moins plutôt normale dans le théâtre italien. Et voilà. Et puis, alors, il y a un tournant au moment où tu arrives à Paris et tu tombes amoureux de cet univers. C'est vrai. Non seulement de l'univers théâtral français, mais aussi sur un plan personnel de la ville de Paris. Complètement, c'est-à-dire que je ne connaissais pas Paris, j'avais appris le français à l'école et tout le monde me parlait Paris, la ville lumière, la ville des arts, de la culture. J'étais en tournée à l'époque, je me souviens que j'avais une dizaine de jours de vacances et donc je me suis dit je pars. Je ne connaissais personne à Paris, j'étais chez une dame qui louait une chambre style bed and breakfast. Et voilà, donc je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne, et c'est vrai que je suis tombé amoureux de la ville, parce que le fait de pouvoir aller au cinéma le matin, voir des vieux films, alors encore ma passion, des vieux films en noir et blanc, pas doublés, en VO, donc la vraie voix de Katharine Hepburn, de Bette Davis, de Grace Kelly, etc. C'était pour moi génial. L'après-midi, j'allais au musée, et le soir, j'allais au théâtre. Donc je me suis dit, j'ai fait ça pendant une semaine, je dis voilà, ça c'est une ville qui me plaît, où je voudrais vraiment vivre. Ça ne s'est pas fait tout de suite, j'ai commencé à faire des allers-retours. Chaque fois que j'avais quelques semaines de relâche, de vacances, je revenais à Paris. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre, de diction, j'ai fait des stages cinéma et voilà, au fur et à mesure, il y a 15 ans, j'ai commencé vraiment à travailler au théâtre et voilà, depuis, c'est vrai que on en a déjà eu l'occasion d'en parler. Paris, c'est comme une femme. Il y a des moments où on est très amoureux, des moments où on est un peu moins amoureux, des moments où on la déteste presque. Mais bon, ça reste toujours pour moi une ville formidable. Et de toute manière, une référence culturelle essentielle pour ton activité. Tout à fait. Moi, chaque fois, tous les mercredis, quand je vois les sorties des cinémas, les gens qui font la queue pour aller au cinéma tous les mercredis, quand je vois les musées remplis de gens, quand je vois les personnes âgées, par exemple, qui vont au théâtre à 17h, à 18h, et je pense à l'Italie, c'est pas tout le temps comme ça. Et je trouve que ça fait du bien pour des gens qui ont fait le choix de faire notre activité. C'est difficile, mais c'est tellement nourrissant de vivre dans une ville comme ça. Oui, alors ça, c'est un aspect intéressant du parcours de Cesare Capitani, c'est-à-dire que tout en ayant cette passion qu'il proclame et confirme vis-à-vis de Paris, il reste très lié à la culture italienne. Et donc, il a toujours proposé à l'intérieur de son travail des références à l'Italie, des auteurs italiens
Et il a aussi collaboré avec des acteurs, des metteurs en scène italiens, tout en étant à Paris. C'est vrai, c'est vrai. Parce que je pense que j'ai pas envie de renier mon côté italien. Je suis italien, je serai toujours italien, mais je suis un Italien qui a choisi de vivre ailleurs. Et donc, je crois que un de mes objectifs aussi, c'est de faire connaître des choses que les Français ne connaissent pas de l'Italie. Tu parlais tout à l'heure de Caravage. Quand j'ai monté le spectacle de Caravage, c'était pas évident de parler de ce peintre du XVIIe siècle. Et pour moi, c'était vraiment important de parler de ce peintre, de parler de cette époque, et finalement après ça a été un succès. Je fais souvent des spectacles sur la culture, sur la gestuelle, sur les langues italiennes, donc les patois, les dialectes, etc. Parce que je pense qu'il faut que l'Italie aussi soit connue par d'autres choses que par les clichés, pizza, spaghetti, la chitarra, voilà, c'est aussi autre chose. Il faut dire que ce Caravage est né aussi sur la base d'une collaboration avec une personnalité de tout premier plan de la culture française. Oui, Dominique Fernandez, donc un éternel. Oui. Ouais. Un grand spécialiste français de l'Italie. Tout à fait. Il est vraiment un grand spécialiste de l'Italie, du baroque italien. Et moi, j'avais depuis quelque temps, vers 2008-2007, j'ai commencé à avoir l'idée de faire une pièce sur Michelangelo Merisi, donc Caravage. Et j'ai commencé à lire des textes, mais il me manquait le côté humain, donc on expliquait dans ces textes sa technique, sa façon de bouleverser la peinture, mais il n'y avait pas l'homme, il y avait le personnage, mais pas la personne. Et quelqu'un m'a conseillé de lire La course à l'abîme, un texte très très beau, un roman magnifique écrit par Dominique Fernandez, une biographie romancée. C'est-à-dire qu'il a ajouté des choses qu'on ne connaît pas de la vie, mais qui sont plausibles, qui sont crédibles. Et là, j'ai trouvé la matière pour mon spectacle. Il y avait l'homme, le rebelle, l'être torturé. Et apparemment, ce qui m'a plu a plu aussi au public, parce que ça a été un succès. Tout à fait. Et là, justement, les visiteurs de notre site ont pu apprécier la force, vraiment la puissance de cette interprétation qui a vraiment convaincu un public sortant de la catégorie des intellectuels. Tout à fait. Parce que ce n'est pas... Théoriquement, on pourrait penser que Caravage, c'est quelque chose d'un peu ardu pour l'homme de la rue, n'est-ce pas? Mais non, c'est un spectacle qui est arrivé au grand public. Au grand public, oui, je pense, parce qu'on parlait justement des émotions, des faiblesses de cet homme. Donc ce n'était pas un cours de peinture, ce n'était pas une conférence sur comment Caravage a bouleversé la peinture, mais c'était comment cet être à la vie extraordinaire, au parcours incroyable, a effectivement bouleversé la peinture, mais aussi grâce à son élan, à sa puissance, à sa force. Et je pense que c'est ça qui a touché. Voilà. Après Caravage, tu as concentré ton attention sur un autre géant de l'histoire culturelle italienne, n'est-ce pas? Galileo Galilei. Mais alors, l'histoire est complètement différente, parce que autant pour Caravage, ça a été vraiment le coup de foudre. C'est un personnage que j'ai toujours aimé ses peintures. Galilée, pas du tout. Galilée, comme la plupart des Italiens, j'avais l'idée d'un vieux, barbu, barbant, pas très drôle, qui n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ses choix parce qu'il a préféré abjurer plutôt qu'aller sur le bûcher comme Giordano Bruno, etc. Donc il y a aussi ce côté un peu de... Il faut dire que ces doctrines scientifiques avaient été condamnées par l'Église à l'époque. Pas seulement à l'époque, parce que justement, en me renseignant sur lui, j'ai appris, et ça on ne le sait pas très bien, que jusqu'en 1992, donc avant-hier, Galilée était considéré comme hérétique. Donc ce n'est que grâce au pape Jean-Paul II, qui a fait une commission pontificale pour étudier son dossier, qu'on a dit, bon d'accord, c'est vrai, il avait raison, il n'est pas hérétique, effectivement la Terre tourne autour du Soleil. Et donc c'était vraiment un travail que j'ai fait en douceur, en profondeur. Ce n'était pas un coup de foudre comme pour Caravage.
on m'a demandé de faire une lecture sur ces lettres philosophiques. Et là, déjà, j'ai découvert un personnage que je ne connaissais pas du tout, le philosophe qui nous parle de laïcité, sans utiliser le mot parce que ça n'existait pas à l'époque, mais qui nous dit une phrase magnifique: la Bible doit nous apprendre comment on va au ciel et non comment va le ciel. Donc la séparation entre foi et religion, entre raison et connaissance. Donc, et je trouve ça d'une modernité incroyable. Il faut dire que le public théâtral du monde entier a connu Galilée par l'intermédiaire de la célèbre pièce de Brecht. Tout à fait. Et je me souviens, j'étais allé avec mon école, moi j'ai fréquenté un lycée turinois il y a plusieurs années, et on s'était rendu à Milan à l'occasion du spectacle du Piccolo Teatro pour assister à cette pièce. C'était Boitzelli, je crois, non? Tino Boitzelli, peut-être, le comédien. Oui, voilà, parce que c'était une mise en scène de George Strahler, c'était magnifique. Absolument. Oui. Je me souviens avoir vu des affiches de lui. Et là, l'émotion était vraiment très forte, car Galilée était présenté vraiment comme le héros, le symbole de la curiosité intellectuelle qui prend le dessus sur les préjugés. Une sorte, une sorte d'Ulysse de la recherche Tout à fait. scientifique. Et c'est ça qui m'a plu. Bon, après Brecht ne parle pas, par exemple, de ses lettres philosophiques, donc justement, il parle surtout du savant, de l'homme, du scientifique qui utilise le pouvoir pour savoir, pour connaître davantage et toujours plus. Moi, ce qui me plaît davantage, et d'ailleurs le titre c'est L'autre Galilée, le titre de cette pièce, c'est montrer une facette qu'on connaît un peu moins, le côté vraiment très moderne d'un homme qui a le courage de dire qu'il faut séparer les choses, il faut pouvoir avoir la liberté de croire quelque chose, mais cette liberté ne doit pas empêcher la liberté de savoir. Et ça ne veut pas dire être athée ou ne pas avoir de foi, mais tout simplement savoir que la foi et la raison sont deux choses différentes. Et de dire ça à l'époque de Galilée, c'était beaucoup plus fort et bien plus dangereux que de dire la Terre tourne. Parce que finalement, les dernières recherches, les dernières études montrent justement qu'il a eu presque plus de soucis avec ces lettres philosophiques dont on ne parle pas. Ce n'est pas que je les ai découvertes, moi, le seul au monde. Non. Elles sont connues, elles sont étudiées, mais même Brecht n'en parle pas. Mais c'est plutôt sur ces affirmations comme quoi la Bible c'est un texte religieux et elle ne doit pas nous apprendre l'astronomie, la médecine, la musique, et que la Bible ne se trompe jamais, mais ses interprètes si. Donc c'était des messages très forts pour l'époque. Bien sûr. Et donc ça devient aussi cohérent le fait qu'il accepte d'abjurer, parce que pour lui l'essentiel c'est pas tellement de soutenir une thèse, la Terre ou le Soleil tourne. Non, mais en plus il n'était pas athée. Et exactement. Donc lui, il a abjuré non pas par manque de courage, mais souvent il acceptait la hiérarchie. Voilà. Donc, et c'est ça d'ailleurs qui est scandaleux. Mais voilà, souvent le fait passer. Que quelqu'un qui a fait des découvertes aussi sensationnelles soit obligé par sa propre conscience à abjurer, c'est ça qui nous scandalise, parce que lui, il n'était pas contre l'Église. Non, mais c'est vrai qu'on prend un raccourci en disant il était lâche, parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais ça, c'est un peu simpliste. Voilà, c'est simpliste, parce que c'est pas vrai, c'était pas un lâche, mais tout simplement, il croyait, il le dit dans des textes, il parle de Dieu, il croit en Dieu, et voilà, donc il doit accepter d'abjurer, parce que... Bon, alors là, on ne va pas vous montrer des images de ce Galilée, car cet automne, cette pièce sera présentée à Paris, au Théâtre du Lucernaire, du 14 octobre. Et donc, on vous laisse la joie d'assister au spectacle. Très bien. J'aimerais conclure cette conversation avec une courte référence à la dernière performance de Cesare Capitani à l'occasion de la semaine italienne du 13e arrondissement de Paris, dont nous avons parlé il y a quelques semaines avec son organisatrice Jacqueline Zanavictor. Et donc Cesare Capitani a tenu une
une sorte de conférence théâtrale, Oui, n'est-ce pas, ouais, où il a raconté l'Italie en public français plutôt italophile. Oui, oui, oui. Hein? Et c'est vrai, c'est toujours dans mon intérêt de montrer une autre Italie. Donc j'ai montré l'Italie, bien sûr, quelques clichés, les gestes, donc j'explique que ça veut dire folie, ça veut dire avoir faim, ça veut dire, je ne peux pas le faire parce qu'il y a le micro, mais je ne supporte pas quelqu'un. Et c'est des gestes que pour les Français, ils sont incompréhensibles. Alors, pour nous, ça fait partie de notre ADN normal. Je parle aussi des différentes langues, donc je fais un passage I donne sei tutte incantatrici, je parle en vénitien, et après je parle en napolitain, je faccio Totò che parla così. Je chante, dans ce spectacle je chante même en milanais, une chanson de Giorgio Strehler, Mamie. Donc je fais faire vraiment une promenade au public français et italien, le long d'une Italie un peu méconnue. Et je me suis vraiment très amusé. C'est vrai que la diversité régionale de l'Italie est quelque chose qui intrigue beaucoup les Français. Car en France, il y a bien sûr des différences régionales, mais pas aussi marquées. Donc, dans ce spectacle, moi j'essaie de raconter aussi que l'Italie est un pays assez jeune par rapport à la France. On n'a pas l'histoire de siècles et siècles. Donc, on est né en 1861. À l'époque, Rome, la capitale, ne faisait même pas partie de l'Italie. C'était le pape, etc. Je raconte que l'Italie a eu d'abord la Renaissance après la naissance, et donc des choses assez atypiques, et que à l'époque de Dante on parlait déjà d'Italia, mais c'était pas l'Italia qu'on voit aujourd'hui. Florence c'était une nation à elle-même, si on vivait à Vérone c'était autre chose. Donc chaque région, chaque ville, et je dis aussi justement que même aujourd'hui quand deux Italiens se retrouvent à Paris, la première question c'est ah oui mais tu es d'où? Milan. Ah oui mais Milan, oui Milan. Voilà, c'est ce besoin d'être vraiment le même immeuble, le même palier, parce qu'autrement on n'est pas vraiment... Oui, parce qu'autrefois on pouvait même reconnaître le quartier de Milan suivant les nuances du dialecte. Tout à fait, c'est vrai. Et donc j'essaie d'expliquer ça, que pour nous c'est assez facile à comprendre, mais que pour des Français, non. Voilà, donc un talent italien vivant et travaillant a Paris. Ouais. Grazie Cesare Capitani. Grazie a tutti.